Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio pour un nouvel épisode de La planète demain, la seule émission dédiée à l'écologie positive qui donne la parole aux acteurs du changement et aux porteurs de solutions environnementales innovantes. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans nos studios un acteur de la transition écologique, mais un peu spécial, et je vais lui consacrer toute l'émission car il le mérite bien et notamment aussi son projet. D'ailleurs, il n'est pas le seul, mais il va nous en parler. J'ai nommé Alexandre de Chelotte, j'espère que je ne n'écorche pas votre nom, qui est le Chief Communication Officer sur le navire Plastic Odyssey et officier de la marine marchande. Bravo, félicitations, et vous avez un poste magnifique. Alexandre, vous êtes également père de 2 jeunes enfants et bien déterminé à changer le monde que vous voulez laisser aux générations futures en bon état, on va dire. C'est un peu votre leitmotiv aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément ce qu'est le Plastic Odyssey, notamment donc le bateau, ce navire laboratoire engagé contre la pollution plastique? Ouais, bonjour. Tout à fait, ouais, Plastic Odyssey, c'est parti d'une idée qu'on a lancée il y a maintenant une dizaine d'années. Ça remonte déjà. Quand on était effectivement officier de marine marchande avec Simon, mon associé. Et on avait envie d'agir contre la pollution plastique qu'on voyait un peu partout dans l'océan et surtout aussi sur le côté scientifique, lutter contre les fake news qui circulaient énormément à cette époque-là sur le fait qu'en fait le plastique était en surface au milieu des océans et attendait quelque part en fait que quelqu'un aille le collecter. Ah oui, on a vu plein d'images d'ailleurs. On a vu plein d'images là-dessus et en fait l'effet négatif de ces images-là, c'est que ça fait croire aux utilisateurs, aux consommateurs, même aux industriels, que en fait, le plastique nous attend quelque part. Or, la réalité, elle est beaucoup plus douloureuse, elle est plus insipide parce que c'est un peu comme une maladie profonde, ça se voit pas, le plastique, ça se dégrade en microparticules, il disparaît, et comme il disparaît du regard, c'est très difficile aussi de le collecter. Donc du coup, le but de cette expédition, c'était de mettre en lumière des solutions qui existent partout sur la planète, une ingéniosité dont on percevait un tout petit peu le top de l'iceberg à cette époque-là, et du coup d'aller documenter partout dans le monde, là où il y a le plus de pollution, les solutions qui se développent localement. D'essayer de les rassembler, les partager et les répliquer à grande échelle. Et donc voilà, là c'était effectivement il y a 10 ans, c'était un rêve. On est passé par énormément d'étapes parce que avant de lancer une expédition comme on l'a lancé, c'était un tour du monde total qui vient de se terminer, alors on parle. Mais c'était une expédition de 3 ans et il y a eu 7 ans de préparation, 7 ans pour faire notre place, notre trou, trouver un navire, le remettre en état parce qu'on a recyclé un ancien navire. Donc il y a eu une aventure dans l'aventure. Mais en quoi ce navire justement dont vous parlez, Plastic Odyssey, est-il unique en son genre et notamment dans la lutte mondiale autour des déchets plastiques? C'est un peu la calypso on l'a un peu pensé comme la calypso du plastique. Vous êtes le nouveau Cousteau? Non, je prétendrai pas ça. Surtout moi qui suis plutôt dans la base arrière de l'équipe, il y a des gens que du coup je profite pour remercier qui ont passé énormément de temps ces 3 dernières années à bord du bateau. Et moi, un peu moins. J'ai 2 enfants, comme vous l'avez dit. J'étais un peu plus à distance et quand même là, très, très souvent sur le bateau. Mais non, je ne suis pas un Cousteau moi-même. Mais par contre, ça nous a énormément inspiré parce que, en fait, ce que faisait Cousteau, c'était démocratiser, mettre un peu de poésie et d'émotion sur des sujets pour acter, pour donner envie de changer. Et en fait, il y a 2 manières face à un problème de faire changer les gens. Soit on dit c'est pas bien, on pointe le problème du doigt, on dit changer toute l'année. Soit on essaie de faire passer des émotions et d'expliquer à travers ces émotions que il faut produire moins, consommer moins et que ça concerne chacun. Donc c'est beaucoup plus facile de faire changer les comportements des gens en racontant des belles histoires, d'expéditions, des histoires de rencontres avec des entrepreneurs sur le terrain, que de dire simplement le plastique c'est mal pour l'environnement parce qu'on en a tous conscience et puis on voit des images de tortues avec des pailles dans le nez. Alors, pourquoi avoir transformé un ancien navire de recherche océanographique en laboratoire flottant ? En fait, ça c'était aussi pour donner à ce bateau un personnage qui est beaucoup plus facile à rencontrer que quand on part en expédition, quand on part en salon, disons, si on avait fait ça avec un camion, on aurait pu aller simplement visiter, même en avion, tous les acteurs du recyclage qu'on voulait aller voir.
le bateau, il a un énorme avantage, c'est qu'il rassemble sur une escale, donc sur un temps court, tous les acteurs qui s'intéressent au sujet dans chacun des pays. Et donc, c'est un faire-venir énorme. Et à chaque escale, on a fait 45 escales dans le monde. Ah, c'est pas mal, oui. On a des visites qui sont incroyables. Alors, il y a des politiques, il y a des gens... souvent, il y a des ministres à chaque fois. Voilà. Mais il y a aussi des enfants. En fait, on touche énormément de gens grâce à cette expérience, cette émotion qu'on fait passer aussi avec le bateau. Le bateau lui-même, il a des petits secrets. Il a un atelier de recyclage qui est un peu la même chose que ce qu'on peut installer à terre pour traiter les déchets avant qu'ils rejoignent l'océan, donc les capter avant qu'ils soient dans les décharges sauvages. Il a aussi une zone de vie complètement zéro déchet avec un laboratoire dédié à ça, à la production zéro déchet de nourriture. Et c'est aussi le lieu de vie de 20 personnes qui travaillent toutes les escales pour dénicher et documenter ces solutions. Une fourmilière des mers, en fait. Exactement. Alors, comment ce bateau sert-il de démonstrateur grandeur nature, on va dire, pour tester les solutions de demain ? C'est vrai qu'on a l'avantage d'en faire un prototype de toutes les solutions qu'on veut tester. Et donc, par exemple, les premières machines de recyclage qu'on a développées, nous, en propre, Plastic Odyssey, qu'on a mis en open source, on les a embarqués sur ce bateau plutôt que de les mettre directement sur Terre, parce que le bateau, comme je le disais, il fait venir énormément de monde, donc il permet de partager ces solutions. Très concrètement, quand les gens visitent le bateau et qu'ils voient des tas de déchets d'un côté et tout le process qui est finalement assez simple, hein. On broie, on lave, on extrude. Parfois, on n'a même pas besoin de laver les déchets plastiques et on en fait des chaises. Par exemple, à bord, il y a tout un salon de jardin, entre guillemets, de pont, qui est fait avec ces déchets qui sont collectés dans les endroits emblématiques du monde. Donc, l'impact du bateau, c'est pas tant d'aller collecter des déchets, parce qu'en quantité, c'est pas grand-chose, mais plutôt d'inspirer et de montrer ce qui est capable d'être fait. Oui, c'est de l'économie circulaire purement. Réplicable, économie circulaire locale, mais réplicable à grande échelle. Et donc, ce bateau, il inspire par ses visites sur cette partie recyclage, mais aussi sur toute la partie zéro déchet. Et comment parvenez-vous à sensibiliser et mobiliser le grand public autour de la protection de l'océan ? Et ça, c'est assez compliqué en fait à faire, comme je l'expliquais. Moi, j'ai été sensibilisé à la pollution plastique par des images d'abord, mais aussi parce que j'ai navigué un peu et que j'ai été confronté à cette pollution. Et donc, en fait, c'est l'émotion qui est générée par cette rencontre-là qui fait que ça donne envie d'agir. Donc, on s'est demandé comment faire pour faire passer une émotion et faire vivre des histoires, raconter des histoires, faire vivre des choses aux gens, plutôt que simplement rabâcher des messages de sensibilisation toute l'année. Et donc, en fait, à travers cette expédition, on raconte notre aventure, celle des gens qu'on rencontre, à travers des contenus. Donc, il y a des podcasts, il y a des films documentaires. On a le 3e film documentaire Canal qui sort cette année. Donc, il y a un par année. C'est un chapitre par année. Et voilà, en fait, l'idée, c'est, à travers tous les articles, tous les contenus qu'on fait, c'est de raconter ce qui se passe sur le terrain et montrer que finalement, une voie de sortie du plastique, de l'ère plastique dans laquelle on est aujourd'hui jusqu'au cou, est possible. Alors, comment les rencontres organisées, vous l'évoquiez tout à l'heure, à bord du navire, peuvent-elles favoriser la création d'initiatives locales contre la pollution plastique ? En fait, on fait à bord, on ne fait pas de formation descendante. C'est-à-dire, on ne fait pas venir des gens pour leur donner des savoirs. On fait plutôt de la transversalité, de l'échange de savoir avec les partenaires locaux. Donc, certains passent à bord un petit moment pour être formés avec tous les contenus qu'on a construits sur les autres expéditions. Mais du coup, l'objectif pour eux, c'est derrière de monter des initiatives localement. C'est qu'il y ait quelque chose qui reste après le départ de l'escale. Et donc, de manière très pratique, sur le recyclage, une des premières escales qu'on a fait, c'était au Sénégal. Donc au Sénégal, il y a 3 ans, quasi jour pour jour, il n'y avait rien. Il y avait un bateau qui venait visiter un pays inconnu. Et aujourd'hui, on a une équipe de 35 personnes, dont 33 Sénégalais, qui construisent des usines et répliquent tous les kits pédagogiques qu'on a, donc à la fois sur la réduction et à la fois sur le recyclage, sur la valorisation des déchets. Donc là, c'est beau, quoi, parce que revenir 3 ans après, on a bouclé la boucle entre-temps, on est revenu 3 ans après et voir ce changement, voir les équipes qui se rencontrent, c'est assez incroyable. Et donc des initiatives comme ça,
ont été boostés, disons, par... Alors, on va continuer d'en parler dans un tout petit instant. On se retrouve dans un court instant, donc sur Sud Radio, avec notre invité Alexandre et surtout Thibaut, notre French Trotter national, qui va nous parler de bien manger associé au respect de la planète. À tout de suite sur Sud Radio. Picotis Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debiens. Eh bien, nous voici de retour dans les studios de Sud Radio, la planète demain, en compagnie de notre invité Alexandre Dechelotte, qui lui s'occupe du navire Plastic Odyssée, qui en est même un capitaine. C'est ça, hein, j'ai un capitaine, hein, Alexandre. Alors, officiellement, j'ai le titre de capitaine, mais je ne suis pas capitaine de ce bateau-là. D'accord. Et bien sûr, de Thibaut, dont je parlais tout à l'heure, notre French Trotter, qui aujourd'hui nous parle de bien manger, mais aussi de respect de la planète, n'est-ce pas Thibaut ? Je me suis rendu à Montpellier pour découvrir la Brigade de Véro, une entreprise qui propose de réapprendre à bien manger en proposant des repas sains et équilibrés, disponibles sous forme d'abonnement. Dans leurs locaux, tout est préparé sur place avec des produits de qualité. L'idée est simple, concilier plaisir, santé et impact environnemental. On va découvrir tout ça, mais juste avant, Véronique Capon, la fondatrice, bruxelloise d'origine, nous raconte comment l'aventure a commencé. Donc j'ai commencé cette aventure toute seule dans ma cuisine. En fait, j'ai commencé à cuisiner pour mes copines qui avaient envie de perdre du poids et qui n'arrivaient pas à cuisiner, etc. Et j'ai commencé à faire des petits plats pour elles. Et de fil en aiguille, on a fait 15 clients, 50 clients. Et puis le bouche à oreille donnant, finalement, j'ai commencé toute seule et aujourd'hui on est 87. Si on devait résumer en quelques mots le concept de la Brigade de Véro, qu'est-ce que ce serait ? Mais ce serait réapprendre à bien manger, en fait, vraiment. Et sainement et correctement, parce qu'il faut essayer de manger équilibré. C'est surtout ça. Et c'est vrai que si on se laisse faire, on va plutôt vers ce qu'on aime bien, plutôt que de dire il faut manger de tout. Alors moi qui découvre la Brigade de Véro, je vois trois éléments qui me frappent. Il y a ce côté redécouverte du plaisir culinaire, il y a la santé bien sûr, et il y a aussi le respect de la planète. On essaye le plus possible de respecter, de prendre des choses qui ne sont pas trop d'engrais, pas trop de phosphate, pas de conservateurs non plus. On travaille exclusivement en frais, et donc ce qui fait le fait qu'on peut garder nos aliments pendant 14 jours environ, c'est le fait qu'on mette tout sous atmosphère protectrice. Il faut aussi des contenants respectueux de l'environnement. Ah, c'est vrai qu'on s'est dit, mais on ne peut pas envoyer des barquettes plastiques à n'en plus finir, c'est pas possible. Et on a cherché donc une société qui fabriquait des petites barquettes qui nous convenaient, mais qui étaient en carton, qui étaient entièrement recyclables et qu'on peut mettre dans la poubelle jaune en fait. Est-ce qu'on peut s'approcher des cuisines ? Oui, bien sûr. On ne peut pas rentrer dedans, mais on peut s'approcher, oui. C'est par là. Est-ce qu'on peut décrire un petit peu ce lieu ? Vous avez tout là, les fours, les grandes casseroles dans lesquelles on cuisine. Et une fois que tout est cuit, tout est refroidi directement dans des cellules de refroidissement. Et on refroidit, et à partir du moment où c'est refroidi, ça reste froid jusque chez le client. Je suis maintenant avec Camille, qui est diététicienne. Alors comment sont élaborés les plats ? Alors les plats sont élaborés de manière à offrir le plus de diversité possible aux clients. On fait attention à l'équilibre nutritionnel individuel de chaque plat. On va proposer des recettes avec de la viande, des recettes avec du poisson, des recettes végétariennes et des recettes spécifiques. Chacune vont avoir des caractéristiques différentes, donc soit avec un peu plus de protéines, avec un peu plus de glucides, un peu plus de fibres, etc. Est-ce qu'il y a des plats qui sont plébiscités ? J'aime toujours parler du pain de viande de Véro. On aime bien faire des lasagnes, on aime bien faire des cassoulets. On essaye de faire des recettes très gourmandes qui permettent comme ça de plaire à tout le monde. Et le fait de savoir que ces produits sont issus d'une agriculture raisonnée, c'est important ? Le but, c'est que ça soit sain. On essaye de faire attention à la provenance des produits, que ce soit du français, que les viandes soient bien élevées, qu'il n'y ait pas de surproduction, que ce ne soit pas de l'intensif. Vous avez aussi à cœur de protéger la planète. Exactement, c'est important pour nous. On essaye de faire une récupération de tous nos déchets en légumerie pour justement faire du recyclage. Enfin voilà, on essaye vraiment de suivre au maximum pour limiter le gaspillage alimentaire et faire le mieux pour la planète aussi et nos clients.
Eh bien, merci Thibaut. On va vous retrouver la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouveau reportage en immersion, mais surtout pour la suite de ce reportage. Et on verra notamment comment l'entreprise s'approvisionne en légumes. Alors, on est de retour, évidemment, sur Sud Radio dans l'émission La Planète Demain, toujours en compagnie de Alexandre Dechelotte, qui est Chief Communication Officer sur le fameux navire Plastic Odyssey. Alors, Alexandre, en quoi le Plastic Odyssey fonctionne-t-il comme un véritable laboratoire mobile ? À bord, on a deux parties. Le bateau est séparé vraiment en deux zones. Une partie qui est dédiée à la valorisation des déchets, à démontrer qu'avec des déchets qui sont aujourd'hui pas captés, donc qui finissent dans l'environnement directement, on peut faire des objets qui ont une longue vie et un usage local, donc une valeur locale. Donc ça, c'est la première partie. Et on a toute une partie du bateau qui est dédiée à la réduction de l'usage du plastique. Donc là, c'est un peu moins physique, c'est un peu moins technique. C'est beaucoup par le comportement, justement, le changement. Mais il y a un truc très pratique qu'on a à bord et qui fait de ce bateau aussi un prototype de test. On a testé ça l'année dernière, on a commencé. On a un labo zéro déchet plastique. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a lancé cette expédition en disant, la cuisine va être végétarienne. On va démontrer qu'on peut faire ça. Voilà, ça c'est classique, mais c'était un parti pris pour réduire l'empreinte carbone de chaque assiette. Sur 3 ans, ça a un vrai impact. Et 2, en fait, on va essayer d'avoir le moins de déchets possible en sourçant localement, en vrac, etc. Sauf que quand vous allez dans beaucoup de pays du monde, même en France, c'est compliqué parfois de s'approvisionner sans déchets plastiques. Et donc, on a fait un peu l'évaluation des déchets qui nous restaient à bord. Et il nous restait sans cesse des paquets de pâtes, des briques de lait, etc. en très grande quantité. Parce que 20-25 personnes, plus des réceptions à bord tout le temps, c'est quand même un défi de se passer de tout ça. Et donc, on a créé un labo qui fabrique ces matières premières. Et donc, à bord, on fabrique notre lait, on fabrique nos pâtes. Incroyable, en fait, on démontre que c'est pas moins bien de faire avec moins de déchets. L'expérience, c'est juste meilleure. Et encore une fois, l'émotion passe par là, parce que quand on sert des gens des plats cuisinés localement avec des produits qu'on fabrique complètement sans plastique, en fait, ça raconte une histoire. C'est la même chose sur l'eau. On a une usine de potabilisation de l'eau à bord qui nous permet d'éviter des milliers de bouteilles chaque mois à bord, et qui nous permet aussi, ça c'est assez marrant, de faire boire un verre d'eau au ministre local ou au maire de la ville qu'on rencontre à chaque fois, une ville dans laquelle l'eau n'est pas potable, et après l'avoir bu, on lui dit c'est de l'eau de votre ville. Et là, en général, il y a une petite réaction, Mais voilà, on démontre qu'il y a des usines à petite échelle qui peuvent être installées aussi sur le traitement de l'eau. Alors, vous parliez du maire, justement. Comment les démonstrations réalisées à bord peuvent-elles inspirer les acteurs locaux, et notamment les élus locaux ? Sur la pollution plastique, il y a un gros problème, et d'ailleurs c'est un peu le même sujet sur tous les sujets écologiques, environnementaux, c'est qu'il y a un triangle de l'inaction entre la politique, les industriels et les consommateurs. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on parle à quelqu'un, un élu, un industriel ou un consommateur, chacun a tendance à renvoyer la responsabilité sur les autres plutôt que se l'appliquer à soi-même, et c'est normal. Et donc en fait on essaie de sortir un peu de ce triangle de l'inaction, et donc au lieu d'aller voir un politique directement pour lui dire voilà, il faut faire telle loi, etc., on l'invite à bord et on lui montre ce qui se passe sur les deux autres aspects. Donc il peut plus dire c'est la faute du consommateur parce qu'on a montré comment changer les comportements, il peut plus dire c'est la faute de l'industriel parce qu'on a montré comment on pouvait changer aussi en profondeur là-dessus. Et donc après c'est à lui, encore une fois, autour de l'expérience qu'il vit et de l'émotion qu'il vit, de se saisir de ces exemples concrets. Et un deuxième sujet sur le côté politique, c'est qu'on se rend compte, avec les échecs des négociations du traité plastique notamment, que c'est quand même très difficile de mettre tous les pays d'accord sur des enjeux comme ça. Donc essayer à plus petite échelle, c'est hyper important entre les négociations. Pour faire avancer les négociations internationales elles-mêmes. Et donc, à plus petite échelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire identifier des acteurs locaux, des solutions qui peuvent être implantées localement. Ces solutions, les politiques, ils en manquent. Et plusieurs fois, on a entendu des ministres à nous dire en Asie, etc., moi, je ne vais pas signer un arrêté pour interdire l'usage unique du plastique, enfin les plastiques à usage unique, parce que il n'y a aucune solution pour les remplacer dans mon pays, donc ce serait gâcher ma signature. Donc l'idée, c'est vraiment de dire,
il y a des solutions, les montrer, les mettre en avant, et là, après, entraîner le changement sur tous les autres aspects du triangle. Bien sûr. Alors, pourquoi l'expédition de Plastic Odyssée qui a déjà effectué donc une 40aine d'escales, vous le disiez tout à l'heure, dans les régions notamment les plus touchées par la pollution plastique, mais comment ces destinations ont-elles été sélectionnées par votre équipe ? L'idée, c'était d'aller visiter les zones dans lesquelles il y avait le plus de problèmes de gestion des déchets. Et donc, on a fait une carte des sources de la pollution plastique, des villes côtières qui avaient la moins bonne gestion en termes de tonnage de leurs déchets plastiques, la plus forte croissance démographique aussi. Et donc, de se dire, dans les endroits dans lesquels il y a le plus d'enjeux, c'est là qu'on va pouvoir développer les solutions le plus rapidement, c'est là l'urgence. Donc on a calqué grosso modo cette carte sur la carte de la piraterie, qui a pas mal évolué depuis. Et voilà, on est parti en bateau pour faire ces 45 escales, et le bateau vient de rentrer en France. Là. Et comment cette mission internationale permet-elle de découvrir et de référencer des solutions contre la crise des déchets plastiques ? À chaque escale, on documente les bonnes idées locales. Donc on a toute une série, une web série dédiée aux initiatives pour éviter l'usage du plastique. Et donc ça c'est génial en fait, plutôt que d'expliquer la théorie, de montrer en pratique comment dans une escale on s'est passé de bouteilles d'eau, comment on s'est passé d'emballage pour tel ou tel sujet, comment les écoles arrivent à intégrer ça dans leur cursus, à apprendre à fabriquer de l'eau potable à bord à Madagascar par exemple. Ça c'est des exemples qu'on documente, qu'on montre en vidéo et sous d'autres formats beaucoup plus techniques aussi, pour parler aux politiques et aux industriels aussi. Mais voilà, l'idée, c'est de s'enrichir de tout ce qui existe déjà et de le mettre à disposition de tous les autres pour éviter que chacun, finalement, réinvente la roue dans son coin. Et demain ? Et demain, alors il y a 2 demain. Le premier demain, c'est même aujourd'hui. Le bateau est rentré en France. Il est à Marseille et il commence une série d'escales. Il y a 9 escales autour de France. Donc Marseille d'abord, puis Bordeaux, La Rochelle, les Sables d'Olonne, puis on ira en Bretagne, à Concarneau, à Saint-Malo, au Havre aussi. Et là, l'objectif, c'est d'aller à la rencontre des Français, parce qu'on l'a finalement pas beaucoup fait, puisque le bateau est parti il y a 3 ans directement à l'autre bout du monde. Donc là, on est rentré et on ouvre les portes du bateau. Il y a un village qui se déploie devant les escales, devant le bateau, là où il est en escale. Et on accueille les passagers, les gens, pour venir voir tout ce qu'on a documenté dans le monde. Merci infiniment Alexandre Dechelotte, chef Communication Officer sur le navire Plastic Odyssée. Ce fut un réel plaisir de vous recevoir sur Sud Radio, bien sûr, et dans mon émission La Planète Demain. Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous un excellent dimanche après-midi, et je vous laisse en compagnie d'Alain Marty pour Invino, l'émission bien entendu qui est à écouter sans modération. Mais pour ma part, je vous retrouve sur Sud Radio à 12h30 dimanche prochain, et en attendant, je vous invite à découvrir notre plateforme TV digitale gratuite et accessible à tous, laplanètedemain.plus. À dimanche prochain. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debien.